Merci. Alors, est-ce qu'il y a une petite... Oui, voilà. Alors, je vais me mettre là, ça sera plus simple. Donc, effectivement, on m'a demandé de donner quelques éléments introductifs au sujet de ce qu'est le changement climatique, comment on peut l'appréhender, et puis quelles conséquences pour les filières bio. Donc, ça va être un exposé assez général, finalement, sur ce qu'est le changement climatique, comment on doit le comprendre, comment on doit le caractériser. Et puis, je parlerai un petit peu de ce qui concerne plus particulièrement l'agriculture biologique. Donc, je commence avec quelques éléments rapides au sujet du changement climatique. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, toutes les bases physiques du changement climatique. Ce qu'il faut juste comprendre dans le changement climatique, c'est le fait qu'on appelle changement climatique le fait qu'une partie du rayonnement qui arrive depuis le Soleil est réémis vers l'univers, sauf qu'on a des gaz à effet de serre qui conduisent à ce que ce rayonnement se retrouve intercepté par ces gaz à effet de serre et qui retourne vers les surfaces terrestres. C'est ce qu'on appelle donc le forçage radiatif ou en fait l'effet de serre associé à ces gaz à effet de serre. Dans ces gaz à effet de serre, vous en connaissez évidemment le CO2, dont la concentration peut être mesurée dans l'atmosphère et a été aussi enregistrée dans des glaces qu'on peut forer en Antarctique. Et on a pu forer donc de sorte à remonter jusqu'à 800 000 ans. Et quand on reconstitue la concentration en CO2 dans ces glaces et donc dans l'atmosphère passée, on voit qu'il y a eu une variation, mais qu'aujourd'hui on est là de la concentration en CO2. Et donc on a une augmentation massive de cette concentration en CO2 qui n'a jamais été aussi élevée depuis 800 000 ans dans l'atmosphère. Donc dit autrement, quand on regarde la concentration en CO2 dans l'atmosphère, on s'aperçoit que sur 800 000 ans, on a eu une variation. Et puis aujourd'hui, on est là, donc à une concentration de l'ordre de 420 ppm partie par million dans l'atmosphère. Alors ça, c'est vrai pour le CO2, mais c'est vrai aussi pour les deux autres gaz majeurs à effet de serre, qui sont vraiment importants en agriculture, puisque l'agriculture a une contribution au changement climatique via le CO2, mais via aussi les deux autres gaz que sont le méthane et puis l'oxyde d'azote, qu'on appelle encore le protoxyde d'azote ou l'oxyde nitreux, dont vous voyez à chaque fois les concentrations qui augmentent fortement et grosso modo à la même vitesse que l'augmentation de la concentration en CO2. Alors ces trois gaz, comment sont-ils émis? Donc CO2, méthane et puis protoxyde d'azote. Le CO2, vous le savez tous, il est émis dans l'atmosphère via la combustion d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz. Mais il est aussi émis dans les écosystèmes agricoles par la perte de carbone organique des sols, par ce qu'on appelle la minéralisation de la matière organique des sols. Et les stocks de carbone organique des sols, ils sont donnés ici, vous voyez, ils sont de l'ordre de 1500 à 2400 milliards de tonnes de carbone qui sont contenues dans les sols. Si vous regardez les quantités de carbone qui sont contenues dans les réserves de gaz, de pétrole et de charbon, vous voyez qu'on est dans les mêmes ordres de grandeur, quoi. Donc dit autrement, les stocks de carbone organique des sols sont massifs. Et donc si on débobine, si on minéralise ces stocks de carbone organique des sols, alors on va avoir une contribution massive au changement climatique. Donc le CO2 est émis par combustion d'énergie fossile, perte de carbone organique des sols, je viens de le dire, perte de stock de biomasse, lorsqu'on brûle, lorsqu'on a un incendie en forêt, lorsqu'on déforeste notamment. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux derniers flux-là, ils peuvent être des flux vers l'atmosphère, mais si on augmente les stocks de carbone organique dans les sols, alors dans ces cas-là, on piège du CO2 qu'on va stocker dans les sols. Et c'est pour ça que j'ai mis que les émissions de CO2 en agriculture, elles pouvaient être positives, c'est-à-dire vers l'atmosphère, ou négatives, c'est-à-dire c'est du stockage de carbone dans l'atmosphère. Et ça c'est important, on va y revenir tout à l'heure. Le méthane, il est émis par les industries d'extraction énergétique, par les puits de pétrole, les puits de gaz. Il est émis également par la fermentation, ce qu'on appelle la fermentation entérique des ruminants, le fait que les ruminants ruminent et donc ils émettent du méthane. Donc c'est le cas des vaches, des moutons, des chèvres. Le méthane, il est également émis par le stockage des effluents d'élevage et puis par les sols qui sont inondés, les sols de rizières notamment. Enfin, le protoxyde d'azote, il est émis par des émissions industrielles, notamment la fabrication d'engrais azotés, mais aussi par les sols agricoles, en lien fortement avec la fertilisation azotée des sols. Et puis le protoxyde d'azote est aussi émis par le stockage des effluents d'élevage.
Alors, comment se manifeste le changement climatique? Ben, vous le savez tous, il se manifeste par une augmentation de la température. Et quand on regarde la température, notamment la température moyenne de surface à l'échelle mondiale, ce qu'on voit, c'est que cette température de surface, elle subit une variation interannuelle. Elle subit des petites variations. Il y a eu le petit âge glaciaire là, au XVIIIe siècle. Et puis aujourd'hui, une augmentation de la température. Et très souvent, on compare la température mesurée aujourd'hui à celle qu'on appelle pré-industrielle, c'est-à-dire correspondant à la période de 1850 à 2020, pardon, de 1850 à 1900, excusez-moi. Et donc, quand on regarde la température moyenne observée aujourd'hui par rapport à cette période pré-industrielle, on voit qu'on a déjà accumulé une augmentation de 1,2 degré. Alors, cette augmentation de la température, voilà, vous le connaissez. Ici, sur le petit graphique, j'ai mis l'anomalie de température, donc c'est-à-dire la différence entre la température mesurée une année donnée par rapport à la période 1850 à 1900, donc la période pré-industrielle, pour la température moyenne, la température minimale, la température maximale, pour toute une série de pays de l'Union européenne. Et alors, si ça veut bien marcher, vous allez voir défiler en bleu quand on est en dessous de la température moyenne de la période pré-industrielle, en rouge quand on est au-dessus de la température moyenne de la période pré-industrielle. Et donc tout au long du XXe siècle, on voit que, bon, on est tantôt dans le bleu, tantôt dans le rouge, mais quand on s'approche de la fin du XXe siècle, on passe dans le rouge, et puis quand on rentre dans le XXIe siècle, on est systématiquement, ou presque systématiquement, au-dessus des températures moyennes de la période pré-industrielle. Donc ça, vous le connaissez tous. Vous l'avez tous expérimenté. Le deuxième effet du changement climatique, c'est une modification du régime des précipitations. Alors là, les données sont moins claires. Les changements sont moins évidents. Globalement, ce qu'on sait, c'est ce que nous disent les climatologues, c'est qu'on va aller vers une augmentation, une intensification du cycle de l'eau. C'est-à-dire les précipitations plus fortes dans des régions de haute latitude, donc plutôt hémisphère nord, tout au nord de l'hémisphère nord et puis tout au sud de l'hémisphère sud, ce qu'on voit ici en bleu, et puis dans les régions de mousson. Et puis ce qu'on voit, c'est des précipitations moins fortes dans certaines régions subtropicales. Et pour ce qui nous concerne, nous, dans les régions de moyenne latitude, eh bien, c'est des étés plus secs, des hivers plus humides. Et donc, grosso modo, les régions les plus fortes, bien dotées en précipitations, vont avoir encore plus de précipitations, et les régions les moins dotées vont avoir encore moins de précipitations. Mais les données ne sont pas complètement stabilisées, donc je ne vais pas trop m'apesantir sur cette histoire de régime de précipitation. La troisième manifestation du changement climatique, c'est une modification des événements extrêmes. Donc un extrême climatique, ce sont des canicules, ce sont des sécheresses des sols, ce sont des tempêtes, des inondations, des gels, etc. Et ce que nous disent les données, c'est que ces événements vont devenir plus fréquents, plus intenses, plus longs et parfois plus précoces ou éventuellement plus tardifs. Et ce que vous avez sur ce graphique, c'est la fréquence d'occurrence d'un événement qui arrivait une fois tous les 10 ans pendant la période pré-industrielle. Aujourd'hui, cet événement qui arrivait une fois tous les 10 ans en termes d'excès thermique, c'est-à-dire en termes de température très élevée, de canicule, on va dire, aujourd'hui se produit 2,8 fois plus fréquemment que pendant la période pré-industrielle. Et sous l'effet du changement climatique, on va avoir, si on se place à plus de degrés, on va avoir ce type d'événement qui va arriver 5,6 fois plus fréquemment. Alors, et du côté des sécheresses des sols, c'est la même chose, c'est-à-dire que la sécheresse des sols qui arrivait une fois tous les 10 ans pendant les périodes pré-industrielles, elle va avoir sa fréquence augmentée et son intensité également augmentée avec l'augmentation de la température de la planète. Alors, quel changement climatique est à l'avenir? Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que sera le changement climatique à l'avenir. Ce qu'on peut juste savoir, c'est qu'on a 5 grands scénarios d'émissions de gaz à effet de serre à l'avenir qui ont été construits par les climatologues, que vous voyez ici représentés. Donc, en abscisse le temps, on leur donnait des quantités de CO2 qui ont été émises dans l'atmosphère. Et puis, différentes stratégies. Soit la stratégie ici en bleu clair, qui est la plus ambitieuse, la plus volontariste, on va dire, qui consiste à réduire dès maintenant les émissions de gaz de CO2 et puis atteindre la neutralité carbone vers 2050.
soit la stratégie un peu moins ambitieuse en bleu, qui consiste à réduire dès maintenant les émissions. Ah, je vois que les couleurs ne correspondent. Oui, dès maintenant les émissions de CO2 et atteindre la neutralité carbone seulement vers 2075, soit tout en haut une stratégie qui consiste à laisser faire, c'est-à-dire à laisser doubler les émissions de CO2 actuelles d'ici à 2050. Dans les 5 cas, tous ces 5 scénarios vont se traduire par des trajectoires différentes de réchauffement global, avec des effets qui seront peut-être déjà visibles en 2040, 2050, mais qui seront surtout visibles à l'horizon 2100, et qui vont se traduire par un réchauffement qui peut être modéré, de l'ordre de 1,5 degré dans le cas de la stratégie la plus ambitieuse, jusqu'à un réchauffement à l'échelle globale de l'ordre de plus 4,5, 5 degrés presque, dans le cas de la stratégie la plus laissée faire. Donc à partir de là, il y a deux facettes pour considérer le changement climatique, la facette atténuation et la facette adaptation. L'atténuation, ça consiste à se dire que les concentrations élevées de gaz à effet de serre entraînent le changement climatique qui génère des impacts sur les systèmes agricoles. Et donc, on peut avoir comme réponse d'atténuer ces émissions de gaz à effet de serre. C'est la stratégie qui consiste donc à limiter le plus possible l'occurrence du changement climatique. L'autre stratégie, elle consiste à s'adapter, c'est-à-dire à faire en sorte de diminuer les impacts du changement climatique, mais accepter le fait qu'on a déjà beaucoup de gaz à effet de serre et donc on a déjà un changement climatique à l'œuvre. Donc, je vais parcourir très rapidement ces deux facettes. La première au sujet de l'atténuation du changement climatique. Tout d'abord, en se demandant quel est le niveau actuel d'émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole. À l'échelle française, l'agriculture représente à peu près 20% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Donc 1/5 des émissions nationales de gaz à effet de serre, c'est à peu près autant que l'industrie, par exemple, qui émet 19% des émissions de gaz à effet de serre. Cette valeur, elle est de 19% à l'échelle nationale, elle est de 23% à l'échelle mondiale. Bon, on est dans le même ordre de grandeur. Comment atténuer les émissions de gaz à effet de serre? C'est-à-dire de combien faut-il abattre ces émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone? Eh bien, pour ça, les climatologues nous ont proposé une notion qu'on appelle le budget carbone, qui consiste à définir la quantité de CO2 et d'autres gaz à effet de serre que l'on peut encore émettre dans l'atmosphère avant d'atteindre une certaine augmentation de la température. Et ce que nous disent les climatologues, c'est que si on veut avoir 50% de chance de limiter le réchauffement global à, par exemple, 1,5 degré, eh bien, on a encore 500 milliards de tonnes de CO2 qu'on peut émettre dans l'atmosphère. Aujourd'hui, on émet à peu près 40 milliards de tonnes par an. Donc ça veut dire qu'on a un petit peu plus de 10 ans pour d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère avant d'atteindre la neutralité carbone, si on souhaite avoir une augmentation de plus 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Si maintenant on est un peu plus laxiste et qu'on se dit finalement on va accepter un réchauffement à plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, dans ces cas-là on a un budget carbone de l'ordre de 1350 milliards de tonnes de CO2, donc ça nous laisse un peu plus d'années, on va dire, avant d'atteindre la neutralité carbone. Ça, c'est ce que nous disent les climatologues à l'échelle globale. En France, eh bien, on a construit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est fixée par la stratégie nationale bas carbone, qui nous dit voilà, les quantités de carbone qu'on peut émettre au fil du temps avant d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Et l'objectif, c'est donc cette zéro émission nette. Neutralité carbone en 2050, ça veut dire tolérer encore quelques émissions brutes vers l'atmosphère, mais avoir des puits de carbone importants qui font que émissions brutes plus émissions négatives, enfin émissions brutes positives plus émissions négatives vont conduire à une zéro émission nette. Ça veut dire diviser par 7 nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 et doubler les puits naturels de carbone, notamment dans les sols, en stockant du carbone dans les sols ou en stockant du carbone dans la biomasse. Pour l'agriculture, par rapport à 2015, ça veut dire réduire de 19% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 et presque diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre en 2050, c'est-à-dire viser une diminution de 1,2-1,4% de gaz à effet de serre par an. On en est pour l'instant un peu loin, puisque la réduction elle a été de 0,5% par an entre 2010 et 2019. Donc comment faire pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre en agriculture? C'est d'abord réduire les émissions que j'appelle brutes positives, c'est-à-dire réduire les émissions de méthane et de protoxyde d'azote
en s'appuyant sur l'agroécologie, sur l'agriculture de précision, donc mieux gérer l'alimentation des animaux, mieux gérer la gestion des effluents d'élevage, mieux piloter la fertilisation azotée, développer les légumineuses, tous ces leviers qu'on connaît bien et qui sont vraiment typiques de l'agroécologie. C'est aussi réduire les émissions de CO2 liées à l'énergie fossile, donc le chauffage des bâtiments, l'utilisation des tracteurs, et stopper le déstockage de carbone dans les sols, donc préserver les stocks de carbone des sols. La deuxième stratégie, c'est augmenter les émissions brutes négatives, c'est-à-dire augmenter les puits de carbone. Et ça veut dire stocker du carbone dans les sols, donc protéger les prairies, faire de l'agroforesterie, couvrir les sols avec des couverts hivernaux pour apporter de la biomasse au sol. Et puis, c'est préserver les stocks de carbone dans la biomasse, notamment dans les arbres. Et enfin, c'est contribuer aux émissions évitées, c'est-à-dire développer de la production d'énergie décarbonée, typiquement à la méthanisation, pour substituer de l'énergie fossile par de l'énergie renouvelable. Alors, dernier volet, comment on s'adapte à un climat qui change? Tout d'abord, quels sont les objectifs pour l'adaptation? Il faut comprendre que le changement climatique, il a des effets, des impacts majeurs sur la production agricole en jouant sur la phénologie des plantes et donc en exposant davantage les plantes au gel, en faisant débourrer les plantes plus tôt. Le changement climatique, il a aussi des effets via des stress hydriques qui entraînent des pertes de rendement, des stress thermiques qui affectent les végétaux, bien sûr, mais aussi les animaux, qui entraînent des pertes de rendement, voire une mortalité des plantes ou parfois des animaux. Et puis, c'est une modification de ce qu'on appelle les pathosystèmes, c'est-à-dire les agents pathogènes ou les ravageurs des cultures qui vont modifier donc, du coup, les attaques que vont subir les végétaux. Donc, s'adapter, ça consiste à éviter de s'exposer à ces aléas, notamment au gel, par exemple. Ça consiste à atténuer la vulnérabilité. Ça veut dire se rendre moins vulnérable, typiquement au stress hydrique, donc avoir des plantes moins sensibles aux besoins en eau, par exemple. Et puis, c'est favoriser la résilience, c'est-à-dire faire en sorte que les écosystèmes puissent récupérer plus vite après un aléa climatique. Et donc, comment s'adapter? Ça veut dire tant que le changement climatique est relativement modéré, ce qui est encore peut-être le cas, et encore que, ça veut dire s'adapter, faire avec la variabilité, s'adapter à une évolution de fond, mais très vite on va devoir s'adapter à une variabilité interannuelle croissante avec des événements extrêmes qui vont devenir, je vous le disais, plus fréquents, plus intenses. Et donc il va falloir résister à ces événements extrêmes en visant la robustesse et la résilience plutôt que le maximum. Donc 3 grandes stratégies d'adaptation. La première, elle consiste à faire face avec une adaptation incrémentielle, c'est-à-dire modifier les dates de semis. Semer plus tôt, par exemple, pour faire en sorte que les plantes valorisent l'humidité des sols lorsque les sols sont encore humides au printemps. C'est mobiliser des variétés plus tolérantes au déficit hydrique, c'est gérer l'eau avec un peu d'irrigation. Deuxième niveau d'adaptation, c'est l'adaptation systémique. C'est là consister à mettre en place de la diversification des cultures pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier et donc faire en sorte qu'on a des cultures qui vont être plus ou moins sensibles aux aléas. C'est jouer sur l'agroforesterie pour créer des microclimats plus favorables aux plantes et aux animaux. Et puis, c'est enfin un troisième niveau, c'est l'adaptation transformationnelle. Donc, ça veut dire envisager de nouvelles productions, de nouveaux usages des sols, faire migrer les espèces vers le nord ou vers les régions d'altitude, par exemple. Alors, à quelle échelle envisager l'adaptation? Puis j'arrive à la fin de mon exposé. Tout d'abord, à l'échelle de la parcelle, c'est, je vous le disais, avancer les dates de semis pour valoriser les sols lorsqu'ils sont plus humides au printemps, semer des variétés plus tolérantes au stress hydrique ou aux températures élevées, mettre les animaux à l'herbe plus tôt pour valoriser la pousse de l'herbe précocement, les rentrer en bâtiment plus tard, faire des stocks pour l'été parce qu'on sait que la période difficile, ça va devenir l'été et non plus l'hiver. À l'échelle de l'exploitation, ça veut dire diversifier, mélanger les espèces, mélanger les variétés, avoir des rotations plus longues, mobiliser des prairies multi-espèces, cultiver des arbres, y compris qui pourront être fourragés, donc pour l'alimentation des animaux. Et puis, c'est sans doute cultiver de nouvelles espèces qui seront plus adaptées à un climat plus chaud. Ce que l'agriculture biologique connaît bien. Cette stratégie de diversification, c'est vraiment au cœur et une clé des systèmes en agriculture biologique.
Et puis à l'échelle du paysage, ça veut dire aménager les terrains pour ralentir le cycle de l'eau, mobiliser les haies, les talus pour faire en sorte que les sols puissent stocker de l'eau plus longtemps, donc ralentir le cycle de l'eau pour faciliter l'infiltration de l'eau, prévoir des zones d'ombrage pour les animaux. Et si on dézoome encore à l'échelle des bassins versants, eh bien, c'est envisager des changements d'espèces et saisir de nouvelles opportunités. C'est typiquement le cas ici de ces possibilités offertes par le changement climatique pour faire en sorte que la culture du soja puisse être réalisée non plus uniquement dans quelques régions du sud-ouest de la France, mais finalement dans une bonne partie de la région sud française, en valorisant le fait qu'on a différents génotypes plus ou moins adaptés, plus ou moins précoces, plus ou moins tardifs et plus ou moins adaptés au changement climatique. Et puis à l'échelle globale, eh bien, c'est envisager des changements des grands bassins de production. Et j'ai mis ici un petit graphique qui résulte de travaux qui ont été menés par des collègues de Bordeaux Sciences Agro très récemment et qui montrent comment certaines régions dans le monde, notamment ici en Europe, deviennent inadaptées à la culture de la vigne par excès thermique, par excès de déficit hydrique, alors que c'est le cas des régions méditerranéennes, l'Espagne, peut-être le sud de la France, l'Italie, la Grèce, alors que de nouvelles régions viticoles vont sans doute apparaître à l'avenir. C'est le cas de l'Allemagne, peut-être du Royaume-Uni, dans lesquels on va envisager davantage la vigne. Enfin, deux grands enjeux pour l'adaptation. Le premier, c'est de concilier adaptation et atténuation. Donc on ne luttera contre le changement climatique qu'en jouant sur les deux facettes à la fois, en s'adaptant au changement climatique, mais aussi en atténuant nos émissions de gaz à effet de serre. Et la vraie durabilité, elle est ici. Elle est dans le fait de combiner mesures d'adaptation et mesures d'atténuation. Et puis enfin, le deuxième grand enjeu, c'est s'adapter aujourd'hui, mais aussi s'adapter pour demain, en évitant de créer ce qu'on appelle des verrouillages dans les systèmes agricoles, c'est-à-dire en évitant d'investir aujourd'hui dans des stratégies d'adaptation qui nous diminueront nos degrés de liberté pour l'avenir et qui feront que on peut être adapté pour aujourd'hui, mais pas pour demain. C'est typiquement toutes les questions autour de l'usage de l'irrigation qui peut nous servir à être adapté aujourd'hui, mais si demain on n'a plus les ressources pour pouvoir irriguer, on risque de se retrouver demain en situation de vulnérabilité. Et donc cet écueil important qu'il faut éviter, c'est la maladaptation qui consiste à s'adapter pour aujourd'hui, mais en créant des vulnérabilités pour demain. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Alors je regarde la maîtresse ou les maîtresses du temps. J'imagine qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a éventuellement des questions ? Bonjour et merci pour cet exposé. Laetitia Vandram au Conseil des vins de Saint-Émilion. Je me demandais si on réalise un état des lieux des infrastructures agroécologiques sur un territoire, donc on serait plutôt à l'échelle d'un paysage. Est-ce qu'il y aurait un outil qui existerait pour connaître en fait le stockage carbone de l'état des lieux des IAE qu'on aurait réalisé ? Est-ce que nous, on peut avoir des indicateurs à l'échelle de notre territoire sur ces puits carbone en fin de compte ? Oui, alors c'est une bonne question, effectivement. C'est une question que beaucoup d'acteurs se posent. Combien de carbone on est en train de stocker lorsqu'on met en place des prairies, lorsqu'on installe des haies effectivement, alors on dispose de quelques outils, hein, bien sûr, pour faire des estimations de stock de carbone. Toute la question qui est la plus complexe et consiste à savoir à quoi on se compare, quoi. À quelle situation on est en train de se comparer, puisqu'il y a toujours du stockage de carbone, en fait, mais il s'agit de savoir par rapport à quelle référence on est en train de comparer le stockage de carbone qu'on est en train de réaliser. Donc voilà, après moi j'ai pas connaissance d'outils pratiques dont je pourrais vous donner le nom tout de suite, mais bien sûr il en existe, et pour ça on a soit des tableaux qui peuvent nous dire voilà, une haie ça stocke tant de carbone par an en fonction de la composition de la haie, soit on a aussi des outils de modélisation qui nous permettent d'estimer le stockage de carbone qu'on est en train de réaliser dans les sols, notamment lorsqu'on met en place une pratique de couverture des sols. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Merci Thomas pour l'exposé. Coralie Deoise, Bordeaux Sciences Agro. Il me semble que la vapeur d'eau joue un rôle important dans l'effet de serre. Tu ne l'as pas évoqué. Est-ce qu'on sait, avec l'importance de la hausse des températures, dans quelle mesure on va augmenter la vapeur d'eau et l'effet de serre dû, je ne sais pas si on peut l'appeler gaz, mais à ça. Oui. Alors effectivement, je me suis concentré sur ce qu'on appelle les émissions anthropiques de gaz à effet de serre, donc les émissions vraiment liées aux pratiques humaines qui conduisent à augmenter les concentrations en gaz à effet de serre. Donc la vapeur d'eau, effectivement, c'est un des gaz à effet de serre qu'on a de la peine à qualifier d'anthropique, puisqu'il est émis par les écosystèmes naturels ou anthropisé, mais pas forcément sous l'effet des pratiques humaines. Ce qu'on sait, c'est qu'avec chaque degré supplémentaire d'augmentation de la température, on a 7% d'humidité en plus qui peut être stockée dans l'air. C'est la loi de Clausius-Capéron, c'est vraiment une loi physique de base à laquelle on ne peut pas déroger, quoi. Donc avec chaque degré supplémentaire, on a 7% d'humidité en plus, ce qui conduit à deux choses. D'abord, l'augmentation de l'intensification du cycle de l'eau, ce que je disais tout à l'heure. Donc, avec chaque degré supplémentaire d'augmentation de la température, on va avoir un air plus humide, plus chargé en humidité, donc plus susceptible de générer des précipitations abondantes sous forme d'orage, par exemple. Et le deuxième effet majeur, c'est le fait que cette augmentation de la force de puits finalement de l'atmosphère en termes d'humidité va augmenter l'évapotranspiration des plantes. Avec chaque degré supplémentaire, l'évapotranspiration des plantes va être plus élevée, ce qui va automatiquement augmenter les besoins en eau des cultures, donc l'exposition au stress hydrique. Et cette exposition au stress hydrique accrue avec le changement climatique, elle a donc deux composantes. Le fait que les précipitations vont être, le régime des précipitations va être modifié. Il va moins pleuvoir en été et peut-être plus en hiver. Donc en été, on va avoir moins d'eau dans les sols, mais on va en plus avoir une augmentation de la demande évapotranspiratoire des plantes du fait de cette augmentation de l'humidité, de la vapeur d'eau dans l'atmosphère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Et je vais donc tout de suite laisser la parole au prochain intervenant, Bastien Della Porta de l'ITAB.